relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Suite à la pression du MMM, le président de l'Assemblée nationale a finalement envoyé la lettre dans laquelle ce parti réclame le statut d'opposant à la Haute Cour constitutionnelle. Sommet de la francophonie, des prestataires réclament leur salaire. Ils étaient environ 150 à manifester devant le siège du comité d'organisation de la francophonie ce jour pour exiger le paiement de leur salaire. Les bombardements ont repris mercredi à Alep. Suspendant l'évacuation des civils des quartiers Est, le régime et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir brisé le cessez-le-feu conclu la veille. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir, Québec Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boubangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, Mapafichanma Malagasy. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Suite à la pression du MMM, le président de l'Assemblée nationale a finalement envoyé la lettre dans laquelle ce parti réclame le statut d'opposant à la Haute Cour constitutionnelle. Statut d'opposant conformément à ce que stipule la Constitution. L'article 14 de cette loi fondamentale dispose en effet que la Constitution garantit le droit d'opposition démocratique. Les yeux sont donc désormais rivés vers la HCC, rappelant que l'exécutif a à plusieurs reprises incité l'opposition à occuper la place qui lui revient au Parlement. En effet, jusqu'à aujourd'hui, la place du 7e vice-président du Sénat, comme celle de l'Assemblée nationale, reste vacante. Le titre de chef de l'opposition officielle ne tardera pas également à être attribué. Toujours dans ce contexte, adoption hier de la loi sur la réconciliation nationale, et ce, même si de nombreux élus ont souligné son caractère discriminatoire, les députés pro-régime ont tout fait pour que cette loi passe. Ils ont ainsi rejeté presque tous les amendements apportés au projet de texte lors des travaux de commission. Reportage de Zura Kotendjin. Les députés ont adopté hier la loi sur la réconciliation nationale, une loi dont seul l'article 58 sur l'indemnisation des victimes des crises politiques a été amendé.
Toutes les modifications apportées par les députés lors des travaux de commission n'ont pas été considérées. Seules les propositions de l'exécutif ont été retenues. Après l'adoption de cette loi, beaucoup s'interrogent quant à l'indépendance de la structure en charge de la réconciliation nationale. Selon l'article 13 de la dite loi, en effet, la CFM, la structure qui prendra la relève du FFM, sera composée de 18 membres, à raison de 2 par province et 6 désignés par le président de la République. Lors des travaux de commission, la réduction de ces membres désignés par le chef de l'État avait été soulevée et approuvée, mais cela n'a finalement pas été pris en compte. En outre, les élus pro-régime se sont battus pour que l'amnistie soit limitée dans le temps, uniquement de 2002 jusqu'à la fin de la transition. Toutes les propositions relatives aux conditions d'obtention de l'amnistie mentionnées à l'article 47 ont également été écartées. Le député Paul Berras-Manan, ceux qui ont adopté cette loi, ont reçu de l'argent de la part de l'exécutif. Une assemblée qui ne fait que lever la main pour adopter les propositions soumises par l'exécutif est une assemblée croupière, une assemblée où il n'y a aucun débat, mais on passe directement au vote. Rappelons qu'il y a 2 semaines, le FFKM s'est également prononcé sur la réconciliation nationale et notamment sur la non-poursuite du processus qu'il a initié en avril 2015 et qui est basé sur les principes des 4 F. Fibeban, Finkekilk, Fivavan, Fahamarinan. Pour le Conseil œcuménique des églises chrétiennes, la majorité de la population vit dans la pauvreté absolue et le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Madagascar est pourtant riche en richesses diverses. Le FFKM a également souligné la gabégie qui règne dans la gestion des ressources minières. Où est actuellement Augustin Andiamananour? Depuis hier soir, il aurait été transféré dans un endroit tenu secret. Ni son avocat ni sa famille ne savent où se trouve ce vice-président. Du MAPAR pour la province d'Antananarivo, les vacances judiciaires débuteront pourtant demain. Pour l'opinion, cette manœuvre vise à prolonger la durée de sa garde à vue. Augustin Andiamananour risque ainsi de passer les fêtes de Noël et de fin d'année loin des siens. Passons à un tout autre sujet. Tosi Green viole le contrat qu'elle a signé. Cette société italienne a décidé unilatéralement d'étendre la superficie qu'elle exploite sur le plateau de l'Urumbé. Les habitants sont mécontents car cela se répercute entre autres sur leurs activités d'élevage. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. Si la société Tosi Green, initiateur du projet d'exploitation agricole sur le plateau de l'Urumbé, opérait au début sur environ 2000 hectares de terrain, comme le stipule le contrat qu'elle a signé, actuellement les activités de cette firme italienne s'étendent sur plus de 4000 hectares. Les habitants n'approuvent pas cette violation du contrat. Outre l'augmentation de la superficie exploitée, ce projet a des répercussions sur les activités d'élevage de la population locale. La société Tosi Green se focalise pour l'instant sur la plantation de jatropha, de maïs et de soja. Contrairement à ce qu'elle a promis, son projet n'a fourni du travail qu'à seulement une poignée d'habitants. La population dénonce. Les habitants ont commencé à contester ce projet depuis 2006. Plusieurs chefs de région se sont succédés depuis. L'actuel chef de région, tout comme le chef de district, est de mèche avec cette société. Ils intimident en effet les habitants en affirmant qu'il s'agit d'un projet de l'État et qu'il doit ainsi être exécuté. Ce projet d'exploitation agricole bénéficie du soutien du régime, un projet que le CIF et le collectif TAN ont récemment pointé du doigt car selon eux, le système de l'agro-industrie, préconisé actuellement à Madagascar, constitue une menace pour les paysans malagasy car ceux-ci engendrent leur expulsion de leurs terres. Ils ont ainsi dénoncé la favorisation de ce projet au détriment de l'agriculture familiale. Nous l'avons annoncé dans les titres sommets de la francophonie, des prestataires réclament leur salaire. Ils étaient environ 150 à manifester devant le siège du comité d'organisation de la francophonie ce jour pour exiger le paiement de leur salaire, un salaire qui avait été revu à la baisse. Ce reportage de Gaëtan Andjatslav. Ils se sont rassemblés à Tannarin pour réclamer leur salaire durant le sommet de la francophonie
Ils ont travaillé pendant plusieurs jours au CCIVAT en tant que prestataires, mais plus de 2 semaines après cet événement, le comité d'organisation ne les a toujours pas payés. À l'approche des fêtes, ils réclament la totalité de leurs dus. Ils nous ont promis de nous donner 30 000 arrières par jour, mais nous n'allons recevoir que 12 000 arrières finalement. Selon leurs explications, ils étaient 150 à travailler au CCIVAT pendant 15 jours, c'est-à-dire avant, pendant et après le sommet. Non seulement leur salaire n'est toujours pas réglé, mais il a encore été révisé à la baisse. Si l'État n'a pas d'argent, il n'aurait pas dû accepter de recevoir le sommet de la francophonie. Ces prestataires prévoient de continuer leur manifestation devant le siège du comité d'organisation de la francophonie jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse favorable. Ils vont ainsi porter les uniformes qu'ils ont mis durant le sommet. Les responsables croyaient-ils que ce problème allait passer sous silence comme celui du COMESA? En effet, plusieurs personnes ayant travaillé durant le COMESA n'ont toujours pas reçu leur indemnisation jusqu'à ce jour. Et l'actualité internationale, les bombardements ont repris mercredi à Alep, suspendant l'évacuation des civils des quartiers Est. Le régime et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir brisé le cessez-le-feu conclu la veille. France 24. Des bus, toujours dans l'attente de leurs passagers. Dans la matinée, une vingtaine de véhicules devaient évacuer les premiers groupes de rebelles et de civils. Mais avec la reprise des combats, tous restent pour l'instant pris au piège. Les rebelles accusent les milices chiites iraniennes d'empêcher les évacuations, alors que les autorités turques pointent directement du doigt la Syrie. Nous voyons maintenant que le régime syrien et d'autres groupes qui le soutiennent tentent d'empêcher la mise en œuvre du cessez-le-feu. L'accord prévoit un arrêt des opérations militaires contre les insurgés en échange de leur reddition et la possibilité pour eux d'être escortés vers la province d'Idleb aux mains des rebelles. Mais les premiers évacués sont censés être les blessés et les civils. Dans les secteurs toujours assiégés par l'armée syrienne, certains restent terrés dans les bâtiments détruits par les bombardements, malgré les appels répétés du régime. Les terroristes ont jusqu'ici refusé de partir. Ils s'obstinent à rester ici. Alors nous leur disons que l'armée syrienne leur laisse 2 choix possibles, se rendre ou mourir. Ce mercredi à Alep, plus d'une dizaine d'obus ont été tirés par les forces pro-gouvernementales qui resserrent toujours un peu plus leur nœud autour des insurgés. Selon les organisations humanitaires, la partie orientale de la ville est dans une situation d'urgence absolue. Ce mardi, des centaines de personnes ont été conduites vers des camps de réfugiés, mais près de 50 000 civils épuisés par le froid et la faim attendent toujours de quitter les lieux. Et enfin, présidentielle en Gambie, le parti de Jammeh conteste les résultats devant la Cour suprême. La délégation des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest n'est toujours pas parvenue à convaincre le président gambien sortant de quitter le pouvoir. Les détails en images avec France 24. Président Buhari, le président Jammeh a-t-il été réceptif? Oh oui, très. Malgré l'apparente satisfaction du président nigérian Muhammadu Buhari, la solution est encore loin d'avoir été trouvée en Gambie. En mission dans la capitale Banjul, la délégation de la CEDEAO composée de plusieurs chefs d'État africains n'est pas parvenue à ses fins, à savoir convaincre Yahya Jammeh de céder pacifiquement le pouvoir. Une entrevue d'1 heure avec le président sortant, qui n'est qu'un début pour la présidente libérienne. Nous ne sommes pas venus pour un accord. Nous venons aider les Gambiens à organiser la transition. Ce n'est pas quelque chose qui peut aboutir en un seul jour. Il faut y travailler. La délégation ouest-africaine a ensuite rencontré Adama Barrow, le vainqueur de l'élection présidentielle, qui demande toujours à son rival d'accepter le résultat du scrutin. La présence de plusieurs chefs d'État africains sur le sol gambien n'a en tout cas pas dissuadé le président sortant Yahya Jammeh de déposer un recours devant la Cour suprême. Lui, qui avait pourtant reconnu sa défaite dans un premier temps. Pour l'opposition, Yahya Jammeh cherche simplement à gagner du temps, car la plus haute institution n'est pas opérationnelle, tous les juges n'ayant pas encore été nommés. Ce recours pourrait bien prendre plusieurs semaines. En cas de refus prolongé de Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, la CEDEAO a prévenu, toutes les options, y compris militaires, sont sur la table.
Un bref rappel des titres avant de nous quitter. Suite à la pression du MMM, le président de l'Assemblée nationale a finalement envoyé la lettre dans laquelle ce parti réclame le statut d'opposant à la Haute Cour constitutionnelle. Sommet de la francophonie, des prestataires réclament leur salaire. Ils étaient environ 150 à manifester devant le siège du comité d'organisation de la francophonie ce jour pour exiger le paiement de leur salaire. Et puis enfin, les bombardements ont repris mercredi à Alep, suspendant l'évacuation des civils des quartiers Est. Le régime et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir brisé le cessez-le-feu conclu la veille. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.